Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Je suis assez malade, je sors d'une grippe, donc si vous me voyez boire de l'eau, je m'en excuse par avance. Parce que j'ai encore mal à la gorge, je tousse pas mal. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de point lecture. Et pourtant j'ai bien enchaîné au niveau des lectures puisque j'ai lu 8 livres. C'est parti, vous allez voir, il y a de tout, il y a de la SF, il y a du thriller, il y a du contemporain, il y a surtout de la fantasy. On est parti. Le premier roman dont je vous parle, je ne l'ai plus en ma possession et je vais aller très vite parce que je n'ai pas du tout aimé. C'était L'Ensoleillé de Brandon Sanderson, publié au livre de poche Imaginaire. Vous savez, c'était le 4e roman secret de Brandon Sanderson qu'il a écrit pendant le Covid et je crois qu'il aurait dû s'abstenir pour celui-ci. Je l'ai lu en lecture commune avec Stéphanie et avec Dorian. Je suis la seule à être allée au bout, c'est vous dire, puisque tout le monde en fait a abandonné. Parfois je me dis, il a été édité parce que c'est Brandon Sanderson. Un univers de SF où on voit un personnage qui déboule sur une planète où les gens sont obligés de se déplacer avec le soleil parce que s'ils sont rattrapés par le soleil, en gros, ils crament. Et il va y avoir un grand méchant que le héros va devoir affronter. En fait, Brandon Sanderson ici, d'après ce que j'ai compris, rattache ce roman-là à son univers qu'il a créé, l'univers du Cosmer. Donc en fait, si on est novice, qu'on ne connaît pas son univers du Cosmer, on est complètement largué. Non seulement j'étais larguée au niveau de l'intrigue, mais alors j'ai trouvé que c'était pas bien écrit en fait. Très brouillon, flou, un peu le foutoir. Voilà, je l'ai trouvé sans intérêt ce bouquin, donc en fait, autant vous dire, je l'ai mis sur Vinted et qu'il est déjà parti. Je suis très contente de m'en être débarrassée. Mais je me dis parfois, ils éditent, faut pas se cacher, hein, les éditeurs éditent des romans pour le nom de l'auteur et en fait c'est pas bon, et là c'était vraiment pas bon du tout. Je vous parle maintenant des romans que j'ai encore en ma possession. Une lecture que j'ai terminée tout juste il y a 2 jours. C'est Kéroded d'Hélène Néra aux éditions Projet Silex. C'est un roman, donc Projet Silex c'est une petite maison d'édition qui a pour l'instant édité 3 ou 4 livres je crois. Donc c'est des beaux livres, hein. Vous avez un rabat et vous avez un livre en hardback toilé. C'est un roman que j'ai dans ma palle, j'avais participé à la campagne Ulule et je l'avais dans ma palle, ça faisait peut-être un an et demi. Et je l'ai lu avec Mariti. En lecture commune, donc sur Insta. On est dans un roman qui se situe à la croisée de plusieurs genres de l'imaginaire. Donc on va être dans un monde de fantasy au départ à Kéroded, qui est une cité un peu médiévale, mais d'inspiration antique également par son fonctionnement politique. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Reva, qui appartient aux Bégars, donc c'est un peuple. Et en fait elle va être adoptée. Elle va devenir la fille adoptive de la princesse. Elle va être élevée à la cour. Et puis on va la charger d'une mission. Ah moi j'ai laissé mon marque-page dedans. On va la charger d'une mission, c'est d'aller enquêter au-delà de la forêt sur une délégation qui est allée voir un autre peuple et qui n'est jamais revenu et a priori qui a été massacré. Donc elle va partir avec le prince, avec lequel elle a été élevée, elle va partir avec d'autres personnages et ils vont aller enquêter. Et en fait, on va avoir un point de basculement à un moment donné. Donc on passe de la fantasy à de la science-fiction, parce qu'en fait on va s'apercevoir que le monde dans lequel évolue Reva est... Alors, c'est pas vraiment dit, mais c'est notre monde en fait. On imagine qu'il y a eu une catastrophe et qu'en fait... la société s'est refondée, mais une société un peu plus archaïque, un peu plus basique. Voilà, on explore à la fois la science-fiction, mais la forêt a aussi une espèce d'emprise sur les personnages, parce qu'on s'aperçoit que la forêt grignote tout sur son passage, qu'elle est capable d'avaler des légions entières, et qu'elle est capable de faire disparaître des peuples entiers. Voilà, on est un peu dans une espèce d'amalgame à la croisée de plein de genres de l'imaginaire. Et en fait, c'est un peu décevant. On a eu le même sentiment avec Mariti, c'est qu'on a eu l'impression
l'autrice elle a voulu aborder plein de thèmes, plein de genres différents, mais qu'elle n'est pas allée au bout. Donc il y a plein de questions qui sont soulevées, qui restent en suspens, faute d'avoir écrit quoi. En fait il y a plein de choses, beaucoup de thèmes, l'écologie, la politique, cette forêt là, on sait pas d'où elle vient. À un moment donné le personnage de Reva semble avoir des apparitions. On sait pas si c'est des hallucinations ou la vérité. C'était très étrange comme lecture. Donc on est resté vraiment mitigé avec ce roman, et en fait c'est vrai que quand on va voir les avis sur Babelio ou sur Livre Addict, c'est ce qui ressort, hein. Je me range aux avis principaux. Le point positif, c'est vraiment le début du roman où j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis l'écriture, je trouve qu'elle écrit vraiment très bien cette autrice, mais je pense qu'elle a besoin encore de se perfectionner au niveau de son intrigue et de se fixer. Je pense que partir dans plein de genres différents, dans l'imaginaire, c'est compliqué. Soit on fait de la science-fiction, soit on fait de la fantasy, mais on peut pas tout mélanger, ou alors il faut vraiment maîtriser extrêmement bien son écriture et son intrigue, parce que sinon ça fait un flop. Donc c'était une bonne lecture au point de vue de l'intrigue, je l'ai lu en 2 jours, pas au point de vue de l'intrigue, au point de vue du style, pardon. Je l'ai lu en 2 jours, c'est très bien passé. Mais point de vue intrigue, ça pêchait un peu quand même. Ensuite, je passe, alors du tout au tout, hein, je change complètement. J'ai lu un contemporain, j'ai lu Prends mes cendres d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. J'ai sorti ce roman de ma palle, ça fait un petit moment qu'il y était, prix Renaudot 2021, vous voyez. Parce qu'en fait je vais le lire pour mon club de lecture dont le thème était lire un livre qui a eu un prix littéraire. Comme d'habitude, roman très court. Alors les Amélie Nothomb, à un moment donné, je les ai achetés chaque année. Et puis j'ai cessé de les acheter parce que je trouvais que, comme je le disais tout à l'heure, on édite et ça se vend parce que c'est du Amélie Nothomb. Et qu'un roman comme ça, je suis pas sûre que si c'était pas Amélie Nothomb sur la couverture, ça se vendrait aussi bien. Alors celui-ci, il a quand même des qualités, puisqu'Amélie Nothomb, ici, nous donne un roman en partie autobiographique. Elle revient sur la vie de son père, Patrick Nothomb, qui était diplomate. Et elle revient sur son enfance. Donc il va naître dans une famille où il ne va pas connaître son père, puisque lorsque sa mère est enceinte, son père meurt pendant la guerre. Et en fait sa mère va accoucher de ce petit garçon, et puis elle n'arrive pas à faire le deuil de son mari, et c'est surtout les grands-parents maternels qui vont s'occuper de Patrick. Mais le grand-père de Patrick va se rendre compte que son petit-fils a un caractère un peu trop doux, et il va décider de l'envoyer dans la famille paternelle, qu'il ne connaît pas du tout, à l'âge de 6 ans, et donc chez les Nothomb. C'est une famille noble complètement désargentée, pardon, je vais y arriver, sur la paille, qui vit dans un immense manoir avec un énorme terrain dans les Ardennes. Et en fait, on vit chichement, mais on vit en même temps avec toujours les valeurs de la noblesse. Voilà, il y a une certaine désuétude dans tout ce qui se passe. Par exemple, l'hiver, il fait hyper froid. Tout le monde va vivre dans la pièce principale pour se réchauffer. Il n'y a pas grand-chose à manger. Et pourtant, excusez-moi, c'est là où Patrick va vivre ses plus belles années d'enfance. Aux côtés, alors c'est pas des cousins, c'est des oncles et tantes qui vont à peu près avoir son âge. Donc aux côtés d'oncles et tantes avec lesquels il va faire les 400 coups. Et on laisserait plus aujourd'hui, je pense, les enfants faire ce que Patrick et ses cousins, enfin j'appelle ça ses cousins, font. C'est-à-dire ils partent pendant des heures dans la campagne, ils mangent n'importe quoi, ils se lavent pas, ils se lavent dans le lac. Voilà. Mais en fait il vit vraiment les plus belles années. J'ai trouvé que vraiment la première partie du roman elle était vraiment chouette, parce que Amélie Nothomb elle rend vraiment bien justice à son père, à cette famille un peu loufoque avec un grand-père qui fait de la poésie complètement nulle. C'était assez chouette. Il y a des passages un peu durs, moi j'ai trouvé quand même. Et puis la fin m'a moins plu parce que on est sur Patrick Nothomb qui est devenu diplomate et qui doit gérer une crise en Afrique, au Congo je crois, anciennement le Congo. Et là ça m'a pas intéressé quoi. Voilà, j'ai trouvé ça pas terrible la fin du bouquin. Donc c'était bien, mais prix Renaudot.
Il y a d'autres romans où elle se raconte. Par exemple, il y a Ni d'Ève ni d'Adam où elle se raconte, c'est en partie autobiographique, elle raconte son adolescence au Japon, où là, je trouve que c'était vraiment très très intéressant. Là, sincèrement, voilà, ce n'est que mon avis, mais bon, 170 pages quand même. Voilà. Je continue en contemporain avec un roman que j'ai reçu de la part des éditions Seuil dans le cadre de la masse critique Babelio. Donc j'ai lu Olympus, Texas de Stacy Swan, donc je vous ai dit édition Seuil. C'est une fresque familiale, donc on est au Texas, à Olympus, une toute petite ville. Et en fait on va suivre une famille, donc Marshall a commis l'irréparable, puisqu'il y a 2 ans de ça, il a couché avec sa belle-sœur, donc il a été complètement banni de la famille, et il revient. Et il va, forcément, sa venue va semer la zizanie au sein de la famille, entre ceux qui ont pardonné, ceux qui n'ont pas pardonné. C'était vraiment... En fait, voilà, l'intrigue, elle est pas ouf. C'est juste une intrigue de famille. On va suivre Marsh avec son frère. Ils ont des noms bizarres d'ailleurs. Il a une sœur. Et il a un demi-frère et une demi-sœur qui sont jumeaux. Et donc on va suivre un peu cette famille cabossée et les voir évoluer. Donc en fait ça c'est l'intrigue. Mais en fait c'était super bien, c'était vraiment addictif parce que vous avez envie de savoir pourquoi March est revenu, qui va lui pardonner, qui ne va pas lui pardonner. Vous avez une mère de famille qui a une position un peu étrange, à qui on reproche des choses et c'est pas vraiment de son fait. Et puis au milieu de ça, au milieu du bouquin, il se passe un truc auquel je m'attendais pas du tout. Et on bascule, alors je dirais pas qu'on bascule dans le thriller, mais ça m'a fait halluciner, j'ai dû relire la ligne 2 ou 3 fois pour me dire ah ouais il est vraiment arrivé ça. Et on dérive vers une espèce de comédie grinçante, un peu un roman noir, fresque familiale, où l'auteur, c'est son premier roman, l'autrice pardon, c'est son premier roman, et vraiment je trouve qu'elle écrit très bien et qu'elle dissèque parfaitement les relations entre frères et sœurs, entre parents. Vraiment, les personnages ont vraiment une psychologie, des traits psychologiques très approfondis. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je repasse en fantasy. Cette fois-ci, vous voyez, je fais un peu le yo-yo. Puisque je vous présente God Killer de Anna Kenner, c'est aux éditions de Saxus. C'est un service presse que j'ai reçu. Un premier tome, a priori d'une trilogie. Alors, on est dans un univers de fantasy young adult, je tiens à le préciser, où en fait les dieux et les déesses, donc on est dans un univers un petit peu polythéiste, qui emprunte à la fois aux religions, je dirais, grecques antiques, mais on trouve un peu des dieux qui font penser aux dieux hindous. Et en fait ces dieux-là ces déesses ont été bannis. Il y a eu une guerre entre les dieux et entre les hommes, ils ont été bannis, on n'a plus le droit de les prier, on n'a plus le droit d'élever de sanctuaires. Mais il y a quand même quelques personnes qui vont un peu défier la loi et qui se rendent justement dans une cité qui a été détruite suite à cette guerre. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette cité, et il y a un pèlerinage qui est organisé chaque année. Et nous on va suivre 3 personnages. On va suivre Kisen, qui est une tueuse de dieux. Depuis que justement que des dieux ont décimé sa famille, elle arpente en fait le pays pour tuer tous les dieux, détruire les sanctuaires, détruire les hôtels. Et cette Kisen va faire la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Elora, je crois. J'ai un problème, je ne me rappelle plus du prénom. Inara, pardon. D'une gamine qui s'appelle Inara, et Inara en fait est orpheline, et elle a une particularité, cette gamine, c'est que elle a une espèce de petit dieu qui ressemble alors entre un lièvre, un cerf, on ne sait pas bien ce que c'est, comme un petit dragon, qui la suit partout et ils ne peuvent pas être séparés. Et Inara demande à Kisen de l'emmener donc dans la cité détruite pour mettre fin à son lien avec ce dieu. Et on va suivre également un 3e personnage qui s'appelle Elogast, qui est le meilleur ami, je sais pas comment on peut dire ça, du prince, et qui veut aider son prince et qui va aussi se rendre dans cette cité. Donc les 3 personnages vont converger ensemble dans cette cité,
s'entraider, il va leur arriver des tas d'aventures, ça reste quand même assez conventionnel de ce point de vue-là. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'univers. J'ai trouvé que l'univers était quand même assez créatif, assez original, puisque, bah oui, avec cette Kisun qui est une déicide, je trouvais que c'était bien fichu. J'ai bien aimé la relation entre Inara et son espèce de petit personnage entre lièvre. Je le vois là parce qu'il est dessiné sur la 4e de couverture. C'est entre un lièvre qui aurait des bois de cerf et qui aurait des ailes. Voilà. Ça, j'ai bien aimé. Après, ça reste du young adult, donc ça reste très convenu. Il n'y a pas une psychologie de personnage très exacerbée. Le dénouement hyper prévisible à 3 km on le voyait. Voilà, je pense que pardon. Je pense que je m'arrêterai à ce premier tome, que je ne vais pas le garder d'ailleurs. Je vais m'arrêter avec ce premier tome, je ne vais pas le garder et je pense que je vais arrêter avec le young adult parce qu'en fait ça ne me correspond plus. Alors je vais finir ce que j'envoie derrière dans ma bibliothèque, dans ma palle. Je vois que j'ai encore du young adult que je lirai, mais je vais arrêter avec les services presse parce que young adult parce que ça ne me correspond plus. Voilà, j'y trouve plus mon compte. Allez, plus que 3. Je vous présente, alors cette fois-ci, on passe dans un roman qui est à mi-chemin entre le thriller et la science-fiction. Et là, pour le coup, c'est, il me semble que j'ai vu que c'était une trilogie et je pense que je vais continuer. Je vous présente donc Dernier meurtre avant la fin du monde de Ben H. Winters aux éditions 10-8. C'est un roman que j'ai depuis un petit moment dans ma palle et je l'avais mis dans ma palle du mois de février. Et bien j'ai vraiment bien fait parce que j'ai beaucoup aimé. Alors imaginez, on est aujourd'hui en fait, et on nous annonce que dans 6 mois, il y a une énorme astéroïde baptisée Maya qui va s'écraser sur la Terre. Elle fait 25 km de long et elle va causer la perte de l'humanité puisque forcément elle va créer comme ce qu'ont connu un peu les dinosaures à l'époque, une nuit sans fin, des températures glaciaires, etc. Donc on sait que la fin du monde s'est programmée, ça va être le 3 octobre. Et dans ce monde-là, bah forcément, vous avez des gens qui vont se suicider. Voilà, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de gens qui se suicident. Il y a des gens qui vont plutôt goûter, qui vont réaliser leurs rêves les plus fous, donc ils quittent leur boulot. Il y a ceux qui vivent normalement, en fait, qui continuent à vivre normalement. Il y a ceux qui vont aller faire tous les excès possibles, donc tout ce qui est drogue, etc. Nous, on suit un personnage qui s'appelle Henri. Et ce Henri, il est flic. Et bah il vit normalement et en fait il est appelé un jour parce qu'on a retrouvé un mec pendu dans les toilettes d'un McDo. Et Henri se questionne et il se dit je suis sûre que ce type-là ne s'est pas pendu, ne s'est pas suicidé, c'est un meurtre. Et il va enquêter, malgré tout tout semble désigner un suicide, hein. Et en fait lui il est persuadé du contraire, il est sûr et certain qu'il s'agit d'un meurtre. Alors l'intrigue en elle-même, c'est vraiment un roman policier, un polar banal, comme on pourrait en lire. Je vous ai dit thriller, mais c'est plutôt polar, hein. Donc vraiment l'intrigue elle n'est pas non plus incroyable, elle est assez classique, le dénouement est classique. Quoique j'ai trouvé que c'était bien ficelé, ça met un petit peu de temps à démarrer, mais c'est bien fichu. Mais par contre, l'ambiance, elle est incroyable parce qu'en fait, vous êtes dans un monde qui part à la dérive, forcément. Puisqu'on sait que le 3 octobre, tout s'arrête. Vous êtes dans une ambiance pré-apocalyptique, j'ai envie de dire, qui est très très intéressante. Et c'est surtout ça que j'ai aimé, en fait. Henri va surnommer sa ville, je sais plus où il habite. Je me rappelle plus. Bref, il va surnommer sa ville la ville des pendus parce qu'en fait, les gens, les gens se suicident les uns après les autres pour échapper, ne supportent pas cette idée que le 3 octobre, sur la planète, il va y avoir un événement terrible. Je vous ai dit que c'était le début d'une trilogie, il y a le tome 2, il y a le tome 3, je pense que je vais me les procurer. Et surtout que le tome 2 et 3, le tome 3, c'est vraiment juste avant l'impact. Et le tome 2 c'est 6 mois avant. Donc c'est vraiment hyper intéressant.
c'est à découvrir. J'avais jamais lu quelque chose comme ça, entre le polar, la science-fiction. Allez-y, vous pouvez foncer. C'était, même si je vous mets en garde que l'intrigue, comment dire, l'enquête est pas non plus palpitante. Elle est intéressante, mais elle est pas palpitante. C'est vraiment l'ambiance de ce roman que je vous conseille. On arrive aux deux derniers, les deux préférés. Donc, j'ai lu Poussière blonde de Tatiana de René aux éditions Albin Michel. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Dans un de mes derniers points lecture, je vous parlais de Blonde de Joyce Carol Oates. La boucle est bouclée puisqu'ici c'est un roman qu'écrit Tatiana de René où elle met en scène Marilyn Monroe. Donc elle imagine que Marilyn Monroe en 1900, je crois que c'est 1959 ou 1960, elle tourne Les Désaxés dans le désert du Nevada à Reno, très exactement. Enfin, elle loge à Reno dans un hôtel. Et dans cet hôtel, elle va faire la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Pauline. Pauline, elle est française d'origine. En fait, sa mère l'a eue juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et son père est mort en fait, quand Pauline était toute petite. Et du coup, sa mère s'est remariée avec un GI américain. Elle est venue à Reno pour vivre avec lui, et lui a adopté Pauline. Donc elle est française, mais elle est américaine également. Et en fait, il arrive quelque chose à Pauline. Elle a des grandes ambitions, elle est fan elle est passionnée par les Mustangs. Avec sa meilleure amie Billy Pearl, elles vont tous les jours dans un ranch, elles montent. Et Pauline se destine à devenir vétérinaire. Il va lui arriver quelque chose, je ne vous dis pas quoi, qui fait qu'elle va devoir renoncer à ses rêves et qu'elle va devenir femme de ménage dans un hôtel. Elle s'occupe des toilettes en fait, les toilettes de la réception. Et en fait, par un hasard des circonstances, elle va devoir s'occuper de la chambre de la suite 614 dans laquelle loge Mrs. Miller, alias Marilyn Monroe. Et en fait, il y a une espèce d'amitié qui va naître entre ces deux femmes, puisque Pauline, dans sa simplicité, dans sa naïveté de jeune fille, elle est toute jeune, elle a 20 ans, va voir une Marilyn Monroe au petit matin qu'elle ne reconnaît pas. D'ailleurs, la première fois, elle ne la reconnaît pas, sans maquillage, sans coiffure. Une femme qui est tout le temps bourrée d'alcool, bourrée de médicaments, qui est profondément malheureuse, avec un mari, donc Arthur Miller à l'époque, qui lui en fait voir. Et en fait, il va se nouer une certaine connivence entre ces deux femmes. On va aussi avoir un jeu de passé-présent, puisqu'on va retourner dans le passé de Pauline, quand elle est jeune, quand elle est ado. On va comprendre pourquoi elle est devenue femme de chambre. Voilà, c'était une lecture que j'ai beaucoup aimée parce que je trouve qu'elle complète bien la lecture que j'ai pu faire, qui était beaucoup plus autobiographique, de Marilyn Monroe. Je me dis que cette histoire, elle aurait pu se passer en fait, parce que Marilyn Monroe, c'était vraiment une femme qui aimait profondément les autres et qui aimait en fait la simplicité, et qui, quand elle rentrait dans son personnage de Marilyn Monroe, c'était une star hollywoodienne, mais quand elle redevenait Norma Jean Baker, c'était vraiment une femme très naïve et qui aurait pu vraiment, je pense, se lier d'amitié comme ça, simplement avec une femme de chambre. Je vous le conseille. Le seul truc qui m'a un peu gênée, c'est que parfois je trouve que Tatiana de René, c'est un peu manichéen quoi, c'est un peu, elle est très gentille, elle est très méchant. Voilà, parfois ça fait un peu cucul la praline, un peu midinette, un peu mièvre, ça me saoule un peu. Voilà, c'est vraiment le seul bémol que je mettrai dans cette lecture, mais sinon c'était vraiment très chouette à suivre. Et le dernier livre que je vous présente, c'est vraiment... Alors c'est pas un coup de cœur, j'ai pas eu de coup de cœur ce mois-ci, mais c'est une excellente lecture. Je suis passée à ça du coup de cœur. Je pense que vous doutez de ce que c'est parce que je vous l'ai présenté déjà. C'est Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Cette brique de 790 pages, par-ci par-là. Oui, allons-y, ma bonne dame. 765 pages, édité donc chez de Saxus dans un magnifique coffret, vous avez vu, etc. Vous l'avez vu partout. On est dans de la fantaisie. J'arrive au bout de ma voix là. On est dans de la fantaisie. Alors, on est au départ avec un jeune personnage qui s'appelle Robin, qui est chinois, et sa famille meurt de la tuberculose, et il va se faire adopter par le professeur Lowell,
qui est un spécialiste des langues et qui enseigne à Oxford. Et donc le professeur Lovell va ramener Robin, il va d'abord le former pendant des années à l'anglais et puis au grec et au latin. Et c'est pour le faire intégrer Babel. Alors Babel, c'est une tour imaginée par l'autrice qui se situe au centre d'Oxford. Et c'est dans cette tour réservée à l'élite de l'élite que l'on étudie les mots, l'étymologie, parce qu'en fait dans ce monde magique, on grave sur des espèces de lingots en argent un mot anglais et on va l'apparier avec un mot étranger, donc un mot chinois, un mot indien, un mot français, etc., pour faire fonctionner les objets. Et plus le mot a des nuances, plus le mot a de sens, mieux ça fonctionne. Donc on a vraiment besoin de spécialistes des langues, et en l'occurrence Robin est spécialiste du mandarin, si je me trompe pas. C'est pas le cantonais, c'est le mandarin. On est dans un roman à la croisée entre ce qu'on appelle le genre de la Dark Academia. Donc on est en huis clos dans cette académie très réputée. On va suivre d'ailleurs 4 personnages parce que Robin va se faire des acolytes, des personnages qui viennent de tous horizons. Il y a un indien, il y a une... elle est haïtienne je crois, et puis il y a une anglaise. Voilà, il y a le quatuor, on va voir évoluer ce quatuor de jeunes gens. Et puis il va y avoir très vite des enjeux politiques et économiques, parce qu'en fait Robin va réaliser que l'Empire britannique, on est en 1828 hein, au début, a la mainmise sur pratiquement tout l'univers, enfin pas l'univers, sur le monde, et fait plier les pays les uns après les autres parce qu'ils détiennent, l'Empire britannique justement détient ce pouvoir des mots. Donc il y a un côté young adult, forcément, puisqu'on est quand même avec des personnages qui sont relativement jeunes, mais c'est très bien écrit, c'est pas écrit de manière young adult, et puis il y a quand même toute une réflexion sur le colonialisme, sur la violence du colonialisme, du colon vis-à-vis du colonisé. Il y a une réflexion sur la violence, est-ce qu'on doit utiliser justement la violence pour se défaire de cette mainmise, il y a beaucoup de réflexions sur le racisme aussi, parce que Robin et ses amis ne sont pas considérés comme des étudiants comme les autres, parce qu'il y a un chinois, il y a un indien, il y a une noire haïtienne, donc forcément on les voit autrement. Moi j'ai vraiment aimé, je l'ai dévoré, et je l'ai lu en très peu de temps, je crois que j'ai mis une petite semaine pour le lire, parce que j'ai trouvé que c'est très très bien écrit. Et puis oui, il y a une vraie réflexion, et puis il y a aussi toute une réflexion autour des mots, le pouvoir des mots, les nuances. On apprend plein de choses, elle est hyper pointue en fait, l'autrice, sur plein d'anecdotes, sur plein de choses au niveau du vocabulaire, et j'ai adoré parce qu'en fait j'ai appris beaucoup de choses à travers ce bouquin. Donc si vous avez la force de vous lancer dans Babel, allez-y parce que vous ne le regretterez pas. C'est un magnifique objet livre en plus, et puis c'est vraiment, là pour le coup, je trouve que c'est de la fantaisie de qualité, vraiment hyper bien écrite. Donc n'hésitez pas à le découvrir. Voilà, c'en est tout pour ce point de lecture qui était fort long, vous voyez, puisque je vous ai présenté quand même pas mal de livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les livres que je vous ai présentés, vous les avez lus, vous les avez aimés ou pas. Venez discuter avec moi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, parce que c'est là-bas que je perds mes mots, je suis fatiguée. Que je répertorie toutes mes lectures communes, je vais y arriver, et je voulais vous dire que la prochaine vidéo, ce serait ma palle du mois de mars. Je vais essayer de vous faire comme ça des vidéos pales, parce qu'en fait je m'y tiens, quand je me fais une pile à lire, je m'y tiens et j'arrive au bout, et je me dis que ça peut être intéressant, et comme ça, ça permet de lancer des lectures communes. Voilà, donc soyez prêts pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, je vous souhaite de très très belles lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao!